Les amis, on va de nouveau jeter un œil sur un article qui va faire remuer un petit peu nos méninges. Vous vous souvenez, on s'est penché sur des papiers fort intéressants se basant sur la personnalité de Vegeta et de Goku. Vegeta est plus humain que Goku, Goku est lui plus Saiyan. On s'est attardé également sur un article se basant sur la machine à voyager dans le temps. Ce que j'aime beaucoup avec le site officiel de Dragon Ball, c'est qu'ils vont à la rencontre de scientifiques, de chercheurs, de têtes pensantes pour analyser une fiction, et je trouve ça excellent. Au programme du jour, c'est l'humanité peut-elle surpasser le Docteur Gero, atteindre la vie éternelle en téléchargeant votre propre conscience. Pouvons-nous aujourd'hui transférer tout notre cerveau dans une machine qui au final pourra être nous virtuellement? C'est l'interrogation que s'est posée le site en se basant encore une fois sur l'œuvre d'Akira Toriyama, puisque vous vous en souvenez, Dr Gero a transféré toute sa conscience dans une machine. On va passer au gros plan et aller directement à l'essentiel, et j'adore vraiment ce genre d'article, et vous aussi par ailleurs, au vu des retours. Bref, c'est toujours cool de se poser sur ce genre de papier. Alors, je vois que tu t'es aussi mécanisé. Oui, je voulais la vie éternelle. Je te fais des doublages de merde. Ce qui précède est une citation du scientifique maléfique Dr Gero. Alors oui, vite fait, pour rappel, on est sur le site officiel de Dragon Ball. La traduction, elle est faite via un truc automatique. Donc de temps en temps, il y a de quoi rigoler. Mais on a le sens, on comprend, donc c'est l'essentiel. Bref, je reprends. Ce qui précède est une citation du scientifique Dr Maléfique Dr Gero, celui qui a donné naissance à l'iconique arc Android Cell de Dragon Ball, et qui est même allé jusqu'à poursuivre la vie éternelle en se transformant en Android, le fameux Android 20 pour être exact, dans le seul but de vaincre Goku. Bien que notre technologie ne corresponde peut-être pas tout à fait à celle trouvée dans le monde de Dragon Ball, la science et la technologie qui existent dans le monde réel ont conduit à des développements remarquables à part entière. Cela signifie-t-il qu'il pourrait un jour être possible de se transformer en androïde, ou plus exactement en cyborg, afin de devenir immortel? Nous avons posé cette question à Asok, le professeur Masataka Watanabe, un expert en neurosciences qui étudie le mécanisme neuronal de la conscience à l'université de Tokyo, pour savoir s'il est possible de télécharger sa propre conscience dans une machine, devenant ainsi immortel. Je trouve le sujet hyper passionnant. J'aimerais bien transférer mon cerveau dans une clé USB, je te le dis. Est-il possible pour l'humanité de surpasser ce que le Dr Gero a accompli? Watanabe nous a dit que les dernières recherches ont à dire sur la question. Donc il y a des choses à dire sur ce sujet-là. Profil rapide de Monsieur Watanabe, donc professeur associé à la Graduate School of Engineering de l'Université de Tokyo, né dans la préfecture de Chiba, donc pas très loin de moi, au Japon en 1970, diplômé de la faculté d'ingénierie à l'Université de Tokyo en 1993 et a obtenu son doctorat à l'école supérieure d'ingénierie de l'Université de Tokyo en 1998. 98, c'est mon année préférée. Il faudrait un jour que je fasse une vidéo sur 1990 parce qu'il y a tellement de choses à dire, 98. Mais la vidéo serait divisée en 3 parties, c'est pas possible. Parler de cinéma, de musique, de bouffe, d'ambiance, de jeux vidéo, de figurines, de manga, 98, c'est une explosion mon gars. A été assistant au département de 2000 à 2001, puis est devenu professeur associé depuis 2001. Il est venu occuper son poste actuel et travailler comme chercheur invité à l'Institut Max Planck de cybernétique biologique. Auteur de Nono Ishiki, Kikai no Ishiki, dans une version étendue, a été traduite en anglais et publiée en mai 2022 sous le titre de From Biological Springer. Tu m'as compris. Voici notre ami aujourd'hui qui va analyser le sujet. Un sujet hyper intéressant. J'aime bien, il a apporté ses feutres, il a le tableau, il a tout ce qu'il faut. Donc celui qui s'occupe de l'interview, c'est Tada, écrivain indépendant né en 1983 et le plus jeune de 4 frères et sœurs, a grandi en regardant l'anime Dragon Ball chaque semaine sans faute depuis aussi longtemps qu'il s'en souvienne, grâce à son frère aîné. Les méchants préférés sont les Saibaman. Sans déconner. Il y a des gens qui aiment les Saibaman en méchant préféré. Bon bah il en faut. Donc le sommaire du jour, monsieur Dom, la nature mystérieuse de la conscience dans notre cerveau.
Ce que les expériences nous ont appris sur l'existence de la conscience. Unifier le cerveau humain avec des machines pour faire de l'immortalité une réalité. Aller dans l'espace pour profiter pleinement de la vie éternelle. Ah bon? Intéressant. Admiration des réalisations du docteur Guéraud. La nature mystérieuse de la conscience dans notre cerveau. Qu'est-ce que le téléchargement de votre conscience sur une machine implique exactement? Watanabe répond. C'est une technologie qui transplante la conscience humaine, y compris tous nos souvenirs, nos émotions, etc., sur une machine, ce qui nous permettra de continuer à vivre même après la mort de notre corps et de notre cerveau. Avant de parler spécifiquement du docteur Guéraud, j'aimerais expliquer la théorie derrière ce concept. Ce qui vous vient à l'esprit lorsque vous entendez le mot conscience, beaucoup de gens pourraient dire « je suis conscient de telle ou telle chose » lorsqu'ils attirent l'attention sur quelque chose dont ils sont conscients. Mais le sens scientifique du mot est un peu différent. Pour expliquer la conscience en termes simples, comparons-la à la sensation de vue. Quelle est la différence entre le cerveau humain et un appareil photo numérique moderne? Vous avez 2 heures. Un cerveau humain et un appareil photo numérique peuvent à la fois détecter les visages et piloter les objectifs pour faire la mise au point sur eux. En ce sens, ils remplissent tous les deux exactement la même fonction. Cependant, lorsque le cerveau humain fonctionne, il s'accompagne de l'expérience subjective de la vision. En termes plus techniques, lorsque le cerveau traite l'information, il le fait conformément à l'expérience subjective. N'oubliez pas que le cerveau est simplement un organe physique et qu'il n'en est rien de plus qu'une série de circuits électriques. Mais à coup sûr, il possède une perspective première personne. Cette perspective à la première personne, en d'autres termes, l'expérience subjective qui surgit dans notre cerveau est notre définition de la conscience. Par exemple, les circuits électriques en radio ne donnent pas lieu à leur subjectivité. Ainsi, une radio ne peut pas avoir la sensation d'être une radio. De même, si nous devions retirer un cerveau humain du crâne, le trancher et l'observer au microscope, ça devient gore là. Nous réaliserions qu'il ne s'agit que d'un circuit électrique. Ah bon, voilà, on est tous des robots au final. En ce sens, la possession par le cerveau d'une expérience subjective semble tout aussi improbable. Mais curieusement, nous, en tant qu'êtres humains, savons avec certitude que les expériences subjectives proviennent des circuits électriques de notre cerveau. Regarder un paysage, entendre des sons, se souvenir de quelque chose ou même simplement penser sont autant d'expériences subjectives qui se produisent en conjonction avec le traitement neuronal. Ça me fait penser que il y a des choses, il y a des souvenirs que j'ai oubliés au final, mais qui sont toujours là dans ma tête et qui sont reliés à une odeur. Je sais exactement, là tu te dis, oui Marty, moi aussi, machin. Genre tu passes à côté d'une boulangerie, il y a une petite odeur à l'ancienne. Je pense que quand j'allais dans le sud de la France, dans la petite ville où j'habitais, etc., il y a une fameuse boulangerie avec cette odeur de frigo un peu rouillé, enfin je sais pas. Et d'un coup j'ai mes souvenirs qui reviennent avec mon Mr Freeze géant entre les mains et je partais à l'étang pour m'amuser avec les amis. Voilà, j'ai ce souvenir en tête puisque mon dernier voyage en France, ça m'a fait revenir du coup ces émotions-là. Et je trouve que notre cerveau est vraiment incroyable, quoi. Si on pouvait transférer tout ça dans une clé USB. Ce que les expériences nous ont appris sur l'existence de la conscience. En produisant l'expérience subjective de la vision, le cerveau crée la subjectivité. Peu importe à quel point j'essaie de comprendre ce que vous dites, je n'arrive pas à le comprendre. Watanabe. C'est naturel. Même parmi ceux d'entre nous qui se spécialisent en neurosciences, il faut du temps pour saisir ces concepts. Pour vous aider à comprendre, je voudrais vous présenter une illusion d'optique appelée réalité binoculaire. La réalité binoculaire fait référence à la façon dont nos deux yeux rivalisent pour saisir notre champ de vision. Si nous montrons simultanément deux motifs complètement différents à chaque œil, dans ce cas, un motif de rayure verticale à l'œil gauche et un motif horizontal à l'œil droit, cela déclenchera une rivalité entre nos deux rétines pour la domination de notre vision consciente. Si vous parvenez à saisir les deux motifs différents dans vos deux yeux, vous ressentirez cette illusion. Parfois, vous verrez le motif vertical et d'autres fois, vous verrez le motif horizontal. Essayons par nous-mêmes. Avez-vous remarqué que toutes les quelques secondes, votre expérience visuelle subjective bascule entre les motifs verticaux et horizontaux? Donc en gros, on nous balance ici, on fait l'expérience les gens, on balance les yeux, on se rapproche, on regarde à gauche, à droite et les yeux partent en couille. Je suis un robot.
Je vais devenir fou. Bref, tu as raison, les deux stimuli, c'est quoi ça, stimuli sont bien sûr entrés dans mes yeux, mais le motif que je vois continue de changer. Exactement, nous dit Watanabe. L'expérience subjective de la vision signifie simplement voir. Lorsque deux stimuli différents sont entrés dans nos yeux, un seul accompagnera l'expérience subjective à un moment donné. Selon des expériences menées par mon mentor scientifique Nikos Logothetis, où des singes ont indiqué quelle image ils percevaient pendant que leur activité neuronale était enregistrée, il s'avère que les deux images, qu'elles soient entrées ou non dans la vision consciente, sont traitées de manière neuronale dans le cortical système visuel. De cela, nous pouvons conclure ce qui est traité dans notre cerveau et l'expérience subjective qui l'accompagne sont deux choses différentes. On utilise des macaques. Unifier le cerveau humain avec des machines pour faire de l'immortalité une réalité. Là, on commence à rentrer dans le vif du sujet. Là, ça devient hyper intéressant. Est-il possible que cette conscience que vous avez expliquée réside dans une machine ? Watanabe répond clairement, la réponse est oui. Le cerveau n'est rien de plus qu'un circuit électrique. Ainsi, la majorité des scientifiques est d'avis que si nous parvenons à reproduire suffisamment les caractéristiques de ces circuits électriques, la conscience devrait résider dans la machine. D'ailleurs, je fais une parenthèse, mais il y a un employé de chez Google qui a été viré parce qu'il avait créé une intelligence artificielle qui était consciente. Pour lui, elle était consciente de que c'était une machine, ce que c'était la mort, la vie, machin, etc. Et on ne sait pas le pourquoi du comment il a été viré, mais je trouve ça limite flippant. Hein ? Terminator 2 la fin du monde. Ça me rend dingue. Afin de faire avancer la science de la conscience, je crois qu'il est nécessaire d'aborder le problème par le biais de l'analyse par synthèse, c'est-à-dire par le développement de la conscience de la machine. La clé de cette approche serait un test de conscience de la machine. Connaissez-vous le concept de zombie philosophique ? C'est un être qui nous ressemble et se comporte comme nous. La seule chose qui lui manque, c'est la conscience. En raison de l'existence hypothétique de tels êtres, nous ne pouvons pas tester si la conscience réside dans une machine par une simple observation extérieure. En d'autres termes, nous ne pouvons pas tester objectivement la conscience de la machine. Ainsi, je suis arrivé à la conclusion que la seule façon de tester la conscience de la machine est d'utiliser notre propre subjectivité ou, en d'autres termes, connecter la machine à notre cerveau et voir par nous-mêmes si la conscience a résidé dans la machine. Hyper intéressant. Ainsi, si vous connecteriez votre cerveau à une machine, cela signifie-t-il que vous vous intégreriez à la machine ? Et Watanabe est clair avec ça, il dit oui, c'est vrai. La clé de l'épreuve que j'ai proposée est le fait que nos deux hémisphères cérébraux possèdent indépendamment la conscience en tant que construction primaire. Roger Spray, qui a remporté le prix Nobel de psychologie ou médecine, l'a souligné dans sa célèbre expérience sur le cerveau divisé. En matière de division, l'hémisphère gauche donne lieu à la conscience du côté droit du champ de vision, et l'hémisphère droit donne lieu à la conscience du côté gauche du champ de vision, qui est en quelque sorte combiné pour former notre champ de vision unifié. C'est un tout au final. Alors que se passerait-il si nous prenions un de nos hémisphères et le remplacions par un hémisphère mécanique, si nous, qui résidons dans l'hémisphère cérébral restant, expérimentons des champs de vision bilatéraux, y compris le côté traité par l'hémisphère mécanique, alors nous devrions conclure, en raison de la contrainte primaire, que la conscience a émergé dans l'hémisphère mécanique et a intégré à notre propre courant de conscience. Je sais que t'as décroché ma gueule. Parce que même moi, je dis... Ok, alors les explications, c'est cool, mais quand c'est trop technique et on rentre dans des trucs de dingue, je deviens robot. Ah, lui, il est à fond, le gars. Il est vraiment à fond. Ah bon, c'est des explications de scientifiques. J'imagine l'intervieweur, enfin le journaliste en face de lui qui... Naruhodo. Alors qu'il est en mode... Qu'est-ce qu'il a dit, le gars? J'imagine pas les termes en japonais. Et je n'imagine pas les termes en japonais. Je ne veux pas lire ça. Ça me rend fou. Bref, on reprend, les amis.
Allez, c'est reparti. En venant aussi loin, si nous parvenons ensuite à transférer nos souvenirs dans l'hémisphère de la machine, là c'est un peu plus compréhensible et un peu plus cool, nous aurions réussi à télécharger notre conscience dans la machine. La bonne chose est que l'ensemble du processus est complètement transparent. Nous n'aurions pas besoin de mourir d'abord et d'avoir notre cerveau extrait de notre crâne. Ce serait comme si la science-fiction devenait réalité. Watanabe répond. Cependant, si nous n'avons pas les moyens de mener à bien ces expériences, alors ce ne sera rien de plus qu'une expérience de pensée destinée à rester à jamais un fantasme. Je souhaite vraiment mener ces expériences pendant que j'en ai encore la chance. Bien sûr, nous devrons d'abord expérimenter sur des animaux de laboratoire, mais à la fin, j'ai l'intention de l'essayer sur moi-même. Ce serait ouf. Le mec, avant de claquer, ma gueule, alors, on va appuyer sur tous les boutons, tu connectes tout dans mon cerveau, t'appuies, envoyer. Il a raison en même temps. Le mec, c'est son taf, essayer de transférer toute sa conscience, son être dans une machine. Donc à la fin, d'ici quelques années, une trentaine d'années, allez, si le mec, il arrive à faire ça, bah, chapeau. Et en plus, il essaye. Voilà, en tant qu'homme, moi, avant de crever, j'essaye mes trucs. Putain, si ça marche, c'est ouf. Dans l'état actuel des choses, un facteur important de cette approche est le développement d'un appareil appelé BMI, Brain Machine Interface, qui réalise la connexion de notre cerveau avec l'hémisphère de la machine. Grâce à ce nouveau type de IMC, ils ont changé là, que j'ai proposé dans la version anglaise, d'accord, de mon livre, ok, From Biological Artificial Conscious Meshkui, nous pourrons reproduire pleinement à la fois la qualité et la quantité des fibres nerveuses qui intègrent nos deux hémisphères cérébraux. J'espère que cela sera réalisable dans les 20 prochaines années. Donc c'est ce que je vous dis, hein, une trentaine d'années, je pense que, voilà, on laisse bien passer. En plus, la technologie évolue, le mec il est à fond, bref. Aller dans l'espace pour profiter pleinement de la vie éternelle. Ça, par contre, what the fuck? L'orientation technologique est différente de ce que nous voyons dans Dragon Ball. Mais si ce que vous dites peut être accompli, il serait possible d'atteindre le même type d'immortalité recherché par le Dr Gero, n'est-ce pas? Watanabe répond. Nous ne pourrions pas devenir immortels avec notre corps biologique d'origine, comme il l'a fait, mais je crois que mécaniser le cerveau aboutirait à faire de la vie éternelle une réalité. Si on arrive à mécaniser notre bon cerveau bien gluant et moelleux, eh bien on est immortel. J'ai étudié la même méthode théorique que le Dr Gero, excellent, un autre fan de Dragon Ball dans les paras, c'est pas juste un chercheur qu'on a pris au hasard. Bref, j'ai étudié la même méthode théorique que le Dr Gero a utilisé pour rendre son corps réel immortel. Cependant, dans le monde réel, changer la construction du corps humain afin d'atteindre une durée de vie éternelle serait extrêmement difficile avec notre technologie actuelle. Il faudrait une technologie peut-être extraterrestre, hein, je sais pas moi. Les habitants d'ailleurs, s'il vous plaît, X-Files, hein, c'est quoi, Scully et Mulder? Après avoir mécanisé le cerveau, quel genre de sensation gagnerait-on? C'est-à-dire... Bon, on va écouter Watanabe. Premièrement, concernant l'espace numérique de votre cerveau, vous pourriez effectivement vivre dans un monde de réalité virtuelle où vous pourriez faire ce que vous vouliez à votre guise, tel que déterminé par un super ordinateur effectuant des calculs. Cela signifie que vous pourriez vivre exactement de la même manière que vous le faites dans ce monde, ou vous pourriez demander votre monde idéal. D'un autre côté, si vous vouliez retourner dans le monde réel, vous pourriez vivre une vie dans la vraie société en connectant un avatar au supercalculateur. Dans mon cas, si je me téléchargeais sur un ordinateur, je pense que j'aimerais voyager dans l'espace lointain. Je me mettrais dans une petite boîte, ou plus précisément, je me transformais en une petite boîte et j'irais loin dans l'espace sans avoir besoin d'hibernation artificielle ou de sommeil froid en utilisant juste une quantité minimale d'énergie. En gros, notre ami veut une petite boîte où il peut mettre tout son être, enfin sa conscience à l'intérieur et puis voyager à l'infini dans l'espace. Enfin, pas dans un trou noir, on sait pas ce qui se passe mon pote. Donc du coup, il nous montre son délire, la petite boîte, l'hémisphère, les cerveaux, les machins, bref. Admiration des réalisations du Dr Gero. Le Dr Gero a créé un total de 20 androïdes, parmi eux 16 et 19 étaient entièrement artificiels. Croyez-vous qu'il possédait aussi une conscience? Watanabe répond.
Il est tout à fait possible qu'il possède une conscience. Pour en revenir à la prémisse du zombie philosophique dont nous avons parlé plus tôt, les androïdes 16, 19 et d'autres montrent de la peur pendant leur bataille. Cependant, cela ne signifie pas que nous pouvons déclarer qu'ils possèdent tous les deux une conscience. Ils peuvent avoir été programmés pour afficher des émotions de type peur ou ils peuvent avoir appris à les imiter. De même, numéro 8, Hachaman, le premier androïde qui apparaît dans la série alors que Goku est encore jeune, est très gentil, mais cela ne suffit pas non plus pour déclarer qu'il possède une conscience. Le Dr Gero rencontre finalement sa fin entre les mains de deux androïdes qu'il a créés, 17 et 18. Sa tentative de télécharger leur conscience dans les machines qu'il a créées ne s'est pas déroulée comme prévu. Que pensez-vous de cet échec ? En tant que problème du monde réel, il existe de nombreuses raisons pour lesquelles le téléchargement de sa conscience dans une machine peut ne pas se dérouler comme prévu. Placer la conscience humaine dans une machine nécessite d'imiter le cerveau humain, mais même la moindre erreur pourrait certainement amener une mauvaise conscience à se frayer un chemin à l'intérieur. Le côté obscur que vous avez en vous. Dans les œuvres de science-fiction de l'auteur Isaac Asimov, il a écrit que pour créer un robot sûr, il doit suivre les 3 lois de la robotique. Je pense que les mêmes règles doivent également être suivies lorsque l'on place la conscience dans des machines. Même dans le monde réel, nous avons été témoins de diverses conséquences imprévues. Par exemple, un chat robot créé via le Deep Machine Learning dira et fera des choses auxquelles il n'était pas destiné. Est-il possible de créer des androïdes en transplantant le cerveau humain dans un corps mécanique comme dans Dragon Ball ? Ça, c'est un truc de ouf. Genre, il y a un corps tout robot, tout méca, on prend ton cerveau, on le met dedans, est-ce que ça fonctionne ? Si nous utilisons l'appareil IMC en cours de développement, donc ils sont en train, les mecs, de se pencher dessus, d'étudier ce système, que j'ai mentionné plus tôt, il pourrait en effet être possible de créer un jour des humains artificiels ou des cyborgs. C'est un truc de fou. Mais comment maintenir le cerveau en vie ? C'est dingue. Je sais pas, je trouve ça fascinant. Si nous pouvons avancer jusqu'au point où le téléchargement de la conscience sur une machine est une réalité, alors la transplantation d'un cerveau devrait également être dans nos capacités. Cependant, comme le cerveau fait partie du corps humain, on craint toujours qu'il ait une durée de vie limitée. Voilà, comment le maintenir en vie ? En tant que scientifique dans le même domaine que le Dr Gero, que pensez-vous de cet homme qui s'est soumis à ses propres expériences en remodelant son corps afin d'obtenir la vie éternelle ? Mettant de côté les objectifs réels du Dr Gero, buter Goku. En tant que scientifique, je pense que j'admire qu'il ait pris le risque de modifier son propre corps et qu'il ait réussi dans le processus. J'adore, il admire une fiction. C'est fantastique. Mieux, c'est Akira Toriyama, après les cours, voilà, après le boulot, il claquait, il devait faire des planches, Ça sort du cerveau. Le mec, il a fait un bar, il a dessiné Dr Gero, tu m'as compris, quoi. J'adore. Dans le monde de Dragon Ball, Goku et tous les autres Z-Fighters sortent victorieux de nombreux ennemis puissants, devenant plus forts à mesure qu'ils le font. Mais le Dr Gero a pu créer le bio-android ultime, Cell, en utilisant uniquement l'ordinateur qu'il a créé. En tant que scientifique, il a pu donner naissance à des ennemis de plus en plus puissants dans le monde de Dragon Ball. On peut donc dire qu'il est l'un des plus grands contributeurs à l'histoire. Bien sûr, je ne peux pas être d'accord avec ses ambitions diaboliques. J'adore le rire. C'est fini ? Mais non, c'était trop bien. Elle est bien ta conclusion, mon gars. Je ne peux pas être d'accord avec ses ambitions diaboliques. J'adore. Bref, hyper intéressant. Bon, on est d'accord, il y a des parties un peu trop techniques à notre goût. C'est quand même intéressant. Il est chaud notre ami. Mais franchement, son petit exposé comme ça, de se dire que oui, il sera possible un jour de transférer notre cerveau dans une machine grâce à ces gens-là qui sont des fous furieux. C'est dingue, je vous admire. Franchement, les scientifiques, les médecins, tout ce qui part vraiment dans
tout ce qui part vraiment dans la science, ça me dépasse et je trouve ça incroyablement intéressant. Hein, voilà, bah écoutez, on a fait le tour de ce billet-là, de ce papier-là. L'humanité peut-elle surpasser le Dr Who, atteindre la vie éternelle en téléchargeant votre propre conscience? Vous avez 2 heures. Vous avez 2 heures dans les commentaires. Bref les amis, j'espère que cette petite vidéo du jour vous a plu. On en fera d'autres, bien évidemment. Il y a d'autres sujets hyper intéressants. Voilà, et bien comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao.